Alors, dans cette vidéo, je vais déconstruire avec vous cet article web du site Internet de Radio-Canada, mais la méthode que je vais vous montrer peut s'appliquer à n'importe quelle page web. Et quand je parle de déconstruire, en fait, c'est qu'on va regarder ensemble la structure de cette page à travers son code HTML. Donc, tout d'abord, regardons l'article tel que nous le voyons comme lecteur. Alors, on a un titre ici, un chapeau, on a une photo. On a ensuite la légende de la photo et le crédit photo, le nom du site Internet, des liens de partage et on a différents paragraphes. Vous vous rappellerez que nous avons vu ça l'hiver passé. On a également une citation en exergue, une publicité, une autre photo, un intertitre. Ensuite, on a un graphique créé avec Data Wrapper. On va apprendre à faire ça dans les prochaines semaines. On a une image, une infographie sous forme d'image. On a des liens hypertextes et on a d'autres paragraphes et ainsi de suite. L'article est relativement long. On va remonter tout en haut et je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris et on va sélectionner « Afficher le code source de la page ». Alors, voici maintenant comment Google, Chrome ou encore Internet Explorer ou encore Safari de Apple, alors voilà donc comment ces navigateurs web voient le site Internet, eux. On a des dizaines et des dizaines de lignes de code, en fait quelques centaines de lignes de code. Cet article fait au total 696 lignes. Et on voit que certaines lignes sont très longues. Ne vous inquiétez pas, on ne va rien faire de si compliqué et le site Internet de Radio-Canada, comme bien d'autres sites Internet, utilise une technologie qui est basée sur une base de données avec des modèles de pages. Donc, c'est un site qui est dynamique en soi. Chaque fois que vous y faites appel, le site régénère en quelque sorte une page de A à Z. Donc, il y a une recette qui est emmagasinée sur le serveur. Les différents éléments multimédia sont emmagasinés également. Et quand vous consultez cet article, le site Internet, le serveur de Radio-Canada, vous en construit un juste pour vous. Ce qu'on va faire ensemble va être davantage un site statique. Donc, votre site, peu importe que vous soyez la première personne à le regarder ou la 10 millième, le site va toujours être exactement le même. Donc, notre code va être beaucoup plus simple que celui-là, mais c'est quand même un bon exemple. Alors, on remonte en haut. Il y a quelques éléments qui sont obligatoires pour une page web. On a un premier exemple ici, le doctype, la déclaration de type. Il faut savoir que le HTML, comme son nom l'indique, Hypertext Markup Language, est un langage balisé, ce qu'on appelle en anglais le markup. Il y a également d'autres langages comme celui-là, par exemple le XML. Donc, pour que Google Chrome, en l'occurrence ici, comprenne qu'il est en train de consulter un document HTML et qu'il doit interpréter du HTML, on doit lui dire. Ensuite, tout de suite après, on va avoir la langue. Donc, HTML, lang égale FR pour français. Le site Internet de CBC, lui, a la même déclaration, mais on voit EN pour anglais. Ensuite, on a une classe. Donc, une classe qui est reliée à la feuille de style CSS. On ne va pas s'en préoccuper pour l'instant, mais il est bon de savoir que quand on voit classe ou ID, ce sont des sélecteurs CSS pour le style. Ensuite, on a une balise head qui est ici. Et plus bas, on va voir que la balise head est fermée. Normalement, on a une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Il y a des exceptions, mais de façon générale, on a ça. Une page web a automatiquement une en-tête head et la plupart de ce qu'on trouve dans cette en-tête n'est pas visible du grand public. Il y a une exception, notamment le titre, ici, qui est répliqué ici, dans l'onglet de notre navigateur. Mais tout le reste, les mots-clés, les liens vers les feuilles de style, la description du site, ce sont des informations réservées à votre navigateur ou encore à des sites de recherche comme Google ou encore Bing. Donc, on va continuer. Et c'est dans l'entête, dans le head, qu'on va normalement ajouter les liens vers nos feuilles de style CSS. On le fera ensemble. On va continuer. Beaucoup de code. En fait, ça va être plus facile pour moi de le taper. Alors, on va chercher un endroit qui s'appelle Body ensemble. Et là, on est toujours dans l'entête.
Donc, la première section d'une page, c'est l'entête. Ensuite, ce que l'on voit sur un site Internet est dans la section Body, dans le corps de notre feuille. Et là, dans ce cas-ci, j'ai de la difficulté à le trouver. On va le trouver ensemble. Parce que le code est relativement long. Je vais lui mettre une balise d'ouverture, c'est le petit truc. Et là, je vous montre vraiment mon processus. Donc, c'est comme ça qu'on suit. Alors voilà, à la ligne 576. Donc, on voit ici la balise de fermeture de l'entête. On sait que c'est une balise de fermeture parce qu'il y a la barre oblique. Ensuite, on a Body, qui est la balise d'ouverture du corps de notre page web, suivi de Class. Dans ce cas-ci, c'est vide. Les classes, encore là, c'est relié aux feuilles de style CSS, donc on ne s'en soucie pas. Donc, on pourrait ignorer tout ça et simplement mettre Body. On a le signe ici plus petit que et ensuite plus grand que, ce qu'on appelle les marqueurs de notre balise. Et là, tout ça ici, c'est ce qui se retrouve sur notre page web. Donc, les vidéos qu'on a vues, le texte, les photos, l'infographie, tout ça, c'est dans le code ici. On peut même voir un lien pour une photo ici. Donc, une photo du premier ministre Doug Ford. Et on sait que c'est une photo puisqu'on a JPEG à la fin. Et c'est une photo du premier ministre Doug Ford selon toute vraisemblance en raison des mots-clés. On va continuer. On a des paragraphes, etc. Donc ça, c'est ce que voit votre navigateur. Et ici, c'est ce qu'on voit lorsque l'on consulte le site Internet comme humain. On va fermer le tout. Et là, je vous montre un autre truc. Encore une fois, sur le bouton droit de la souris. Et on va cliquer cette fois-ci sur « Inspecter ». On va utiliser l'inspecteur de Chrome. Et là, on revoit le code source de la page, mais on a différentes options. On va cliquer ici sur « Toggle Device Toolbar ». Donc, on va aller voir cet outil qui nous permet de prévisualiser le site sur différents appareils. Donc, c'est très utile lorsqu'on fait le design d'un site Internet que de pouvoir savoir ce dont le site va avoir l'air sur différents appareils. Donc, voici sur le iPad Pro. Voici sur un Galaxy S5, donc en mode mobile. Même chose si on va sur le iPhone X en mode mobile. Le site Internet de Radio-Canada est ce qu'on appelle dans le jargon un site qui est responsive, c'est-à-dire qu'il va s'afficher de façon différente sur un ordinateur avec un écran 4K, sur un Chromebook qui a un petit écran, sur une tablette comme un iPad ou encore sur un téléphone intelligent. Si le site était statique, eh bien, il aurait toujours la même apparence, mais la page serait plus grande ou plus petite et sur un appareil mobile comme un téléphone, ça pourrait devenir illisible. Donc, bonne nouvelle, le site, il est responsive, il répond ici. Et l'une des façons de créer un site responsive, c'est d'utiliser différentes feuilles de style selon les différents appareils. On n'entrera pas dans les détails pour l'instant, mais c'est bon à savoir. Alors, je vais retourner ici, je vais fermer cette option. On revient à la page telle qu'elle était et on va cliquer maintenant sur ce petit bouton-là, « Select an element in the page to inspect it ». Alors, on est là. Et là, vous voyez que ça devient bleu lorsque je me promène et il y a une boîte contextuelle sur la gauche qui apparaît. Si je reviens en haut, on voit ici le titre des amendes de 10 000 $ pour les organisateurs de rassemblements illégaux en Ontario. C'est le même titre que ici, donc ce titre-là qui s'affiche dans l'onglet et dans la section Head. Ce titre-là, c'est le même, s'affiche dans le corps du texte. Donc, il se retrouve dans la section Body de notre code. Et comme c'est le titre principal, il est en H1. Il faut savoir qu'en HTML, il y a 6 niveaux de titres, H1 jusqu'à H6, et on doit respecter la hiérarchie. On ne commence pas avec un H3 parce qu'on le trouve plus beau. Le H3 est plus petit généralement que le H1 par défaut. On va utiliser les feuilles de style CSS pour rendre notre titre H1 rouge et à 30 pixels plutôt qu'à 28 comme c'est le cas ici. Donc, on doit vraiment respecter la hiérarchie. H1, ensuite, les prochains intertitres vont être en H2, ensuite du H3, du H4. Ça permet au navigateur web de mieux comprendre notre contenu et c'est également une mesure d'accessibilité pour les gens qui, par exemple, ont une déficience visuelle et qui utilisent une liseuse d'écran. Donc, on voit que notre titre ici
avec la boîte d'information contextuelle est en style H1. Sa couleur est une espèce de gris-noir 2222222. C'est ce qu'on appelle le code hexadécimal de la couleur. La police, c'est la police propre à Radio-Canada, qui est également semblable à Helvetica et Arial, 28 pixels. Généralement, ça veut dire que si votre ordinateur ne reconnaît pas Radio-Canada, par défaut, votre navigateur va lui dire « Va voir Helvetica ou encore Arial » pour avoir une police de caractères qui ressemble à ce que voulait la personne qui a développé le site Internet. Ensuite, on a le chapeau. Et on voit que le chapeau est avec un P en mauve. Ça veut dire que c'est une balise paragraphe. Et ensuite, en bleu, juste à côté, on a E-P. Ça, c'est le style. On va en reparler dans les prochaines semaines. On continue. La photo. IMG. Donc, les images utilisent la balise HTML IMG. On a la légende ici, qui est un paragraphe. Je vous montrerai comment le faire avec un Fig Caption, qui est une bonne pratique. Donc, dans ce cas-ci, c'est un paragraphe. On pourrait faire Fig Caption, ce qui dit au navigateur que la légende est vraiment rattachée à la photo. Dans ce cas-ci, on le comprend visuellement, mais il y a une bonne pratique qui est avec les Fig Caption. On continue à l'autre paragraphe. Et là, si je me tasse, on voit que ça dit div. Les divs sont en quelque sorte des boîtes qui nous permettent d'organiser l'information et on peut donner un style à ces boîtes-là, les rendre plus petites, plus grandes, les afficher une à côté de l'autre, etc. Pensez aux divs comme aux tuiles d'un plancher dans une cuisine ou encore aux dalles de béton sur une terrasse. Donc, vous avez des tuiles dans votre cuisine ou encore des carrés de béton dans votre cour arrière. Et vous pourriez y inclure de l'information, des photos, du texte. Et vous pouvez dire au système, ces deux tuiles-là doivent être une à côté de l'autre, ou encore je veux fusionner ces deux-là. Et on a donc un canevas. Grosso modo, je caricature, mais c'est le rôle des divs. Ici, on a un paragraphe, P. On a un autre paragraphe, et ainsi de suite. Quand on descend, on voit encore IMG pour une photo. On a maintenant un code intégré. Et si je clique dessus, quand un élément est en bleu et que je clique, le code source en bas va s'afficher automatiquement au bon endroit. Et là, on voit que c'est un graphique qui a une largeur de 508 pixels, une hauteur de 496 pixels. Et là, si je clique dessus, j'ai plein de lignes de code. Il faut faire attention. Pour des raisons de droit d'auteur, notamment, on ne peut pas simplement dire « Ah, j'aime cette vidéo d'un site Internet, je vais copier le code et le recoller. » On doit s'assurer de respecter les droits d'auteur. Mais il y a également un enjeu technique, c'est que parfois le code renvoie, dans le cas des vidéos de Radio-Canada, par exemple, vers un lecteur propriétaire. Donc, si vous faites simplement copier le code, il y a des bonnes chances que ça ne fonctionnera pas parce que le code est fait pour fonctionner sur un serveur en particulier, dans un écosystème en particulier. Ce n'est pas vrai pour les vidéos Facebook ou YouTube, parce que ces services web-là, ces médias sociaux, offrent un code d'intégration qui vous permet d'inclure le lecteur de YouTube ou de Facebook. Mais dans le cas de Radio-Canada, de CBC, de Global, ce sont des lecteurs vidéo propriétaires, des consoles vidéo propriétaires, donc normalement, elles ne fonctionnent pas ou fonctionnent difficilement à l'externe. Je vous dis ça officiellement. Officieusement, j'ai déjà réussi à le faire, mais il faut faire attention, question de droit d'auteur et de compatibilité avec les différents outils techniques. On va continuer vers le bas. On a maintenant ici une infographie. Si je reclique sur mon bouton « Select an image, an element in the page to inspect it », c'est en anglais pour l'inspecteur. Je reclique et là, je vais voir que c'est une image. Donc, ce n'est pas une infographie en tant que telle qui a été mise là avec un code d'intégration, c'est simplement une infographie qui a été sauvegardée sous forme d'image. Et là, on a son code complet ici, et c'est une image en PNG. Et vous voyez à côté de l'image, il y a une balise qui s'appelle Alt, et ça dit « Infographie montrant les nouveaux cas, guérison, mort et cas actifs ». Le texte alternatif, on va en reparler, joue plusieurs rôles. Ça permet à Google, Bing et autres moteurs de recherche de ce monde de comprendre ce qui est dans votre image, côté indexation. Ça va également, ce texte-là, remplacer l'image si pour une raison quelconque, votre navigateur n'arrive pas à la télécharger. Et c'est également une mesure d'accessibilité pour permettre à des personnes malvoyantes, par exemple, qui utilisent une liseuse, de comprendre ce qui est dans l'image. Donc, dans ce cas-ci, je vous dirais qu'elle n'est pas très bonne. Il n'est pas très bon, ce texte alternatif, parce qu'on dit « infographie montrant les nouveaux cas, guérison, mort et cas actifs ». Génial. Moi, je suis une personne malvoyante ou encore complètement aveugle.
je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans l'image. Donc, une bonne pratique aurait été soit de faire cette infographie-là avec un outil comme Data Wrapper, qui va être accessible en bonne partie, ou encore d'écrire l'infographie indique qu'il y a eu 293 nouveaux cas positifs, soit 22 de moins, qu'il y a maintenant 179 nouvelles guérisons, ce qui fait qu'il y a 62 cas de moins, et ainsi de suite. Donc, on décrit vraiment ce que dans l'image, si on a Justin Trudeau, on écrit Justin Trudeau fait une annonce devant un groupe de journalistes, si c'est ce qu'on voit dans l'image. Donc, on doit vraiment décrire ce qui est là, on y reviendra. Donc, ça vous offre un petit aperçu du code qui se trouve derrière une page HTML. La prochaine étape pour vous est de compléter le module d'introduction sur le site internet Codecademy et par la suite, je vous montrerai comment coder votre première page web et comment la téléverser sur Internet avec GitHub Pages.